أزول نشوفي سوني نزار مازال نزرنو غالدارورون دمسلاي ذي هدولتنا غاف ثما تقسيم في الجزائر نا لوبوزيسيون تاهيني وثنا تمليلي ثيكلي وينس 24 فرار ذي الجزائر ذو تاس تاميوين الجزائر ثمانخ هذه نيد ذان ثيكليا ذاكي ذي فرنسا دمسلاي غاف مسلاكيا بمس زهير لويس نتاذي ونضبر انه خبر الجيل الجديد لا تغيك سدوين كمسلاكي ذي فرنسا أزول بونسوار. Bonsoir. Alors avant de parler un peu de la mobilisation, notamment les marches du 24 février, j'aimerais avoir votre sentiment après l'accord du ministère de l'Intérieur pour Benflis pour pouvoir tenir son congrès. C'est une bonne chose. Monsieur Benflis avait présenté son dossier d'agrément pour son parti. Je crois qu'on lui a mis un petit peu les bâtons dans les roues. Il a régularisé, il a été jusqu'au bout de la logique. Et c'est une bonne chose qu'il soit autorisé à tenir son congrès constitutif qui, derrière, donnera lieu finalement à l'agrément de son parti. Vous savez, M. Benflis active avec nous dans le cadre de l'opposition. Il est dans l'instance de suivi de l'opposition qui a été initiée avec la Coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique. Donc c'est un partenaire politique important comme les autres partenaires et il a droit de citer à terme, quand l'Algérie sera un véritable état de droit, ce dispositif d'autorisation des partis politiques devra être banni. Il n'est pas entendable dans un véritable état de droit d'avoir comme ça des dispositifs d'autorisation pour faire une manifestation, pour tenir une réunion, pour tenir un congrès, pour créer un parti, une association. Le système de déclaration suffit amplement pour laisser les gens justement respirer et avoir toute la liberté d'organisation. Aujourd'hui, vu la situation politique de l'Algérie, est-ce que finalement un parti en plus ou un parti en moins, ça sert à quelque chose ? Toutes les bonnes volontés sont nécessaires. Aujourd'hui, l'Algérie a besoin de respirer, elle a besoin d'exprimer un certain nombre de choses et toutes les bonnes volontés, toutes les énergies sont utiles, sont nécessaires. Il y a celle-ci, mais il y en a d'autres. Il y a celles qui s'expriment sur le plan politique et puis il y a celles qui s'expriment sur le plan culturel, éducatif, au titre des associations. Donc tout est utile. Il n'est dans l'intérêt de personne d'enfermer les gens, de ne pas les laisser s'exprimer, de ne pas les laisser s'organiser. C'est bien cela, en fait, qui nous a amenés à des situations conflictuelles. C'est un peu ce qu'on a vécu, les événements dramatiques des années 90. Et puis la situation actuelle dans laquelle on se trouve. Il faut laisser les gens s'exprimer, la décantation se fera de toute façon à un moment donné. Mais on a l'impression que l'opposition n'arrive pas à mobiliser ou justement parce qu'il y a tous ces interdits, qu'il y a eu cette décennie noire, que les gens sont aujourd'hui démobilisés. Il y a plusieurs choses. Il y a tout un dispositif d'enfermement de la société qui est là depuis des décennies, depuis des années, qui a fait que ça a démobilisé un petit peu les énergies. Il y a aussi effectivement ce qu'on a vécu dans les années 90, c'est-à-dire des violences inouïes qui ont touché des familles, toutes les familles algériennes, plus de 200 000 morts. Cela aussi ne laisse pas les gens aller d'eux-mêmes facilement vers les politiques. Et puis il y a même en cours là en ce moment toutes ces entraves qui font que l'opposition on la laisse pas s'exprimer et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs elle sort dans la rue le 24 février prochain. Pas plus tard que samedi dernier était prévue dans un hôtel, dans un endroit privatif, une conférence sur les conditions d'organisation d'élections libres et honnête en Algérie. C'était une conférence académique, c'était un débat avec les gens dans un lieu fermé. Et même cela, on n'a pas pu le faire puisque la wilaya d'Alger n'a pas autorisé ce regroupement, cette conférence, parce que le thème, officiellement, c'est la réponse, le thème de la conférence n'était pas suffisamment clair. Vous vous rendez compte ? Donc, en même temps, l'opposition, c'est vrai qu'il y a des tentatives comme ça d'union, mais quand on voit le FFS, donc qui a décidé d'organiser une conférence nationale, quand on voit Hamas qui est avec vous, mais qui finalement veut dialoguer avec le pouvoir, on se dit que l'opposition ne va jamais s'entendre, ne va jamais s'unir. Vous savez, il y a un phénomène inédit qui s'est passé le 10 juin dernier. C'était la première fois que toute l'opposition
a été réunie, c'était le 10 juin à Zeralda, que toute l'opposition a été réunie à l'initiative de la CNLTD, la Coordination nationale pour les libertés et la transition démocratique, et ça c'est un fait inédit. Et à ce jour, cette opposition reste unie avec un certain nombre de mots d'ordre pour enclencher une transition démocratique en Algérie. Ce phénomène inédit n'a même pas une année encore. L'Algérie est indépendante depuis 1962 et je vous parle d'un événement qui n'a même pas une année. Vous comprenez Hamas qui veut dialoguer avec le pouvoir et qui est avec vous en même temps dans l'opposition? Oui, mais la position du MSP n'est pas si différente des positions de la CNLTD. La CNLTD, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut mettre en place une transition démocratique en commençant d'abord par poser une instance indépendante d'organisation des élections présidentielles et qu'il faut aller vers des élections présidentielles. Voilà. Le MSP reste dans ce cadre-là. Il dit simplement que dans le cadre de ses activités, il entame des démarches, des discussions avec les autres partis, mais c'est ce que fait déjà la CNLTD. Son action n'est pas antinomique, même s'il a fait cette sortie, probablement peut-être parce qu'il subit quelques pressions internes. Vous pensez qu'il y a des pressions internes ou même peut-être externes sur le MSP pour discuter avec le pouvoir? Peut-être interne. Il y a un débat visiblement à l'intérieur du MSP, un débat interne sur le positionnement par rapport au régime, par rapport à la CNLTD. C'est peut-être ça le sujet, mais en tout état de cause, le MSP est partie prenante de la CNLTD, il est encore dedans et complètement, et ses positions portées par son président, Maqré, sont complètement conformes avec ce qui est de la CNLTD, ce qui n'est pas le cas du FFS, puisque le FFS a pris une position différente. Comment vous expliquez justement ce qu'a fait le FFS, ses positions, notamment l'organisation de la conférence? Il a tenu jusqu'au dernier moment pour pouvoir après l'annuler ou la reporter. C'était prévisible qu'il allait droit au mur avec sa proposition, parce qu'il est arrivé comme ça en disant qu'il partait d'une feuille blanche, que cette feuille blanche a été réfléchie, pensée, il y a au moins 2-3 années, lors du précédent congrès. Entre le congrès et l'apparition de cette feuille blanche, on ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi cette feuille blanche n'a pas été travaillée, pourquoi elle n'a pas été remplie. Elle est sortie au moment même où le régime est dans l'impasse, une impasse politique, au moment même où l'opposition s'est renforcée, s'est unie, a unifié ses rangs. Donc bizarrement, le FS est arrivé avec sa proposition. Il était évident qu'il allait au mur, d'autant plus que cette direction collégiale a commis plusieurs erreurs que certains, d'ailleurs, indiquent comme étant signe d'amateurisme, parce qu'ils ont commencé par cette histoire de feuille blanche, ensuite ils ont commencé leur dialogue avec les partis du pouvoir, comme si que le pouvoir, comme si que le régime avait des problèmes de consensus avec ses propres partis. Le régime avec le RND, le FLN et le MPA et même le Parti des travailleurs n'a aucun problème de consensus avec ses propres partis politiques. Et donc eux ont choisi de commencer par eux. Ils ont indiqué qu'il n'y avait pas de préalable, qu'il n'y avait aucune condition. Or, leurs partenaires, qui sont le RND, le FLN, le MPA notamment, TEJ de Omar Roul, ceux-là ne font que poser des conditions en faisant tourner en rond un petit peu le FFS, pour faire capoter finalement son initiative. Le FFS a plus de chances à l'intérieur de l'opposition démocratique qu'ailleurs. Oui, justement, est-ce que les portes sont ouvertes? Est-ce qu'il faut prendre langue aujourd'hui avec le FFS, malgré ce qui a été fait, pour pouvoir rediscuter avec lui et peut-être rejoindre l'opposition, comme vous dites? Le FFS était présent le 10 juin dernier à la conférence de l'opposition, où il y avait plus de 40 partis, tous les anciens premiers ministres, toutes les personnalités nationales, les associations nationales, il y était. Il a choisi de ne pas permaniser sa présence au sein de la CNLTD. Évidemment qu'il a toute sa place avec les mots d'ordre. Il reste un parti d'opposition, le FFS, pour vous? Pas aujourd'hui, non. Pourquoi il n'est pas d'opposition? Aujourd'hui, il a choisi de discuter avec les partis du pouvoir. Il a choisi de ne pas remettre en cause la légitimité des institutions actuelles contre tout l'avis de tous. Tout le monde sait que les élections ont été trafiquées, qu'il y a eu une fraude électorale, que le 4e mandat, comme les mandats précédents, ont été usurpés dans les urnes. Et le FFS est en train de nous expliquer qu'on ne peut pas remettre en cause la légitimité des institutions. Il dit que ce n'est peut-être pas le moment, il faut discuter, il faut se mettre à table avec le pouvoir qui est en place. Ça, c'est ce qu'il vient de dire depuis hier ou avant-hier en annonçant le report de sa conférence
Ce n'est pas ce qu'il a dit depuis le début. Donc là, il est en train de finalement d'essayer de retomber sur pied puisque sa conférence est reportée sine die, faute de participants de l'opposition. Donc aujourd'hui, il dit que c'est peut-être pas le moment, on verra. Si c'est pas le moment, s'il considère que ces institutions n'ont pas de légitimité, ça veut dire qu'il soutient les propositions de la CLTD, une commission indépendante d'organisation des élections présidentielles parce que le pouvoir est absent, parce que le président est absent et qu'il va falloir combler ce poste de président de la République. Et à ce moment-là, s'il est d'accord avec ça et pour une transition, sa place est à l'intérieur de l'opposition. Très bien. Alors, il y a un autre point aussi pour lequel vous allez marcher, c'est le gaz de schiste. Vous allez marcher le 24. Aujourd'hui, vous pensez, vous qui êtes dans l'opposition, que ce n'est même pas nécessaire que Sonatrach essaye de faire des recherches sur le gaz de schiste parce que le pouvoir dit que pour le moment, il n'y aura pas extraction. Vous en pensez quoi, vous ? Le pouvoir raconte tout et n'importe quoi en même temps. Hein. Ils ont commencé par parler d'exploitation de gaz de schiste et puis après les manifestations, notamment à Ain Salah, ils ont fait un petit peu marche arrière dans le vocabulaire uniquement en disant qu'il s'agit d'exploration avant d'arriver à l'exploitation du gaz de schiste. Toujours est-il que le fait que le sujet soit dans la rue et non pas porté par les institutions démontre combien il y a un manque de crédibilité, un manque de confiance et une absence d'institutions réelles. S'il y avait vraiment des institutions démocratiques, le sujet aurait été débattu avec des experts à l'intérieur des institutions et les représentants du peuple, dûment élus par le peuple, auraient expliqué ça au peuple et on aurait avancé petit à petit. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve qu'il n'y a pas de nuisance sur l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste. C'est pour ça que les populations sont inquiètes et c'est pour ça que nous les soutenons. Il va falloir poser le sujet, regarder en quoi il peut porter atteinte à l'environnement de la région, à la santé des populations, avant de commencer cette exploration. On a bien vu que Total, par exemple, qui veut le faire chez nous, ne peut pas le faire ici en France. La France ne s'est pas engagée dans ce dispositif. Ce n'est pas parce qu'elle a suffisamment de moyens, c'est parce qu'elle a suffisamment d'éléments qui consistent probablement à dire que ce n'est pas viable, qu'il y a peut-être des conséquences sur les populations et du coup, on les laisse faire chez nous. Donc c'est tout ça qu'il faut poser. Il va falloir avoir tous les experts qui puissent s'exprimer. Il est exploité aux États-Unis. On dit que le pétrole, les réserves pétrolières d'Algérie, il viendra à un moment où il n'y aura plus de pétrole et c'est peut-être une alternative. C'est sûr. Est-ce qu'en même temps, il ne faudrait pas justement essayer donc faire des expériences, comme dit le gouvernement? Oui, mais faire des expériences au détriment des populations. La population du Sud a déjà donné, notamment avec la France, sur des exploitations sur le nucléaire. Donc, on va dire ça, on a déjà donné. Ce qu'il faut réellement, c'est que le sujet soit porté par des experts, par des institutions élues démocratiquement. Et tant que nous ne sommes pas là-dessus, et puis finalement, un sujet aussi important, même s'il devait à terme remplacer les ressources qui viennent aujourd'hui des hydrocarbures, puisque l'Algérie dépend 98% des hydrocarbures, ce sujet ne peut pas être porté par un pouvoir illégitime qui va engager l'Algérie sur les prochaines années et engager l'avenir des prochaines générations. Ce sont des hommes et des femmes élus démocratiquement qui peuvent réfléchir à un plan de développement à moyen et long terme. On ne le fait pas du jour au lendemain pour essayer de masquer une situation économique et sociale qui est chaotique et plus particulièrement depuis la baisse du prix du pétrole. Donc ça, c'est une fuite en avant qui consiste à s'assurer de nouveau des ressources financières pour continuer à perdurer, à payer les clientèles et à rester sur place. Non, nous, ce que nous voulons, c'est que ça soit vu dans le cadre d'une vue d'ensemble, un projet de développement économique à moyen et long terme. Et là, on regardera quelle est la part des hydrocarbures, quelle part pour le gaz de schiste et quelle part pour les autres industries, parce que l'Algérie, il faudra quand même qu'elle arrive à développer des industries localement et exporter
pour pouvoir équilibrer cette... Comment faire aujourd'hui justement pour aider ces populations du Sud? On a vu que ces dernières années, que ce soit à Ardaya, que ce soit à Namnas, que ce soit à Tamarasset, les populations se révoltent parce qu'elles se disent délaissées depuis peut-être l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré que c'est eux qui donnent les richesses, comme vous le disiez tout à l'heure. Il faut les soutenir. Il faut, là, ils ont donné à toute l'Algérie et au nord en particulier du pays, ils ont donné une leçon de civisme et de citoyenneté. C'est-à-dire qu'ils se sont emparés d'un dossier qui les concerne et ils mêlent la protestation. Et donc il faut les soutenir parce que ça dénote d'une maturité, d'un certain niveau de civisme. Et il faut espérer que d'autres sujets qui engagent l'Algérie soient aussi portés de cette manière par toute l'Algérie. Et là, ce qu'on veut faire le 24 février, ce qu'on veut, c'est que toute l'Algérie puisse s'exprimer sur le sujet et que ça ne soit pas, qu'on ne laisse pas les populations du Sud toutes seules avec ce sujet-là, que le régime, que les institutions internationales, que Total comprennent bien qu'il y a tout un pays qui aujourd'hui n'est pas rassuré sur ce dossier-là. C'est la raison pour laquelle on appelle à ce rassemblement. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vous laisser marcher? Surtout que vous l'aviez dit tout au début, même une conférence dans un hôtel, dans un lieu fermé, on n'a pas laissé faire. Vous pensez vraiment que le pouvoir va laisser l'opposition marcher le 24? On ne demandera pas d'autorisation, nous l'avons annoncé dès le départ. C'est qu'il y a un sujet majeur, il y a le sujet de soutenir les populations du Sud et de Ain Salah en particulier. Il y a le fait de dire non à l'exploitation du gaz de schiste. Donc nous allons le faire quoi qu'il arrive. Nous appelons à ces rassemblements. Il y aura dans toutes les wilayas, les 48 wilayas du pays, mais aussi à Paris, le 24. Nous appelons un rassemblement le 24 février à 17h devant le consulat d'Algérie à Paris, à rue d'Argentine, pour montrer que tous les Algériens, quel que soit leur lieu de résidence, sont concernés. Ils sont intéressés et concernés par ce sujet et que c'est un sujet majeur pour l'Algérie. Et donc nous marcherons, nous ferons, c'est plutôt des rassemblements que des marches, nous ferons ces rassemblements sans autorisation et puis on verra comment le régime voudra réagir. Parmi les réponses qu'a proposées, qu'a donné le gouvernement, notamment le président pour la région des Suds, c'est de créer quelques wilayas délégués en plus. Vous pensez que c'est la solution? Peut-être la solution, c'est d'aller un peu plus loin vers la régionalisation, créer de grandes régions en Algérie. Vous en pensez quoi? Bon, la solution des wilayas délégués, c'est une nécessité, mais ce n'est pas la solution au problème. Ça, c'est une fuite en avant. C'est-à-dire qu'on sort d'autres sujets qu'on n'a pas sortis pendant 15 ans de présidence. On les sort subitement parce qu'il y a des manifestations. Il y a d'autres sujets spécifiquement pour le Sud qui doivent être entamés. Mais c'est d'avoir une orientation, d'avoir un projet, d'avoir une vision sur le développement du pays. Que doit être l'Algérie sur les 20, les 10, 20 et même les 50 années prochaines. Et c'est à partir de là qu'on peut imaginer un certain nombre d'évolutions ou de programmes qui devront être initiés. Et c'est plutôt des projets de développement, de désenclavement du Sud qu'il faut imaginer. Mais pour ça, il faut d'abord être intéressé par son pays, par son peuple, et non pas que par soi-même, par son maintien au pouvoir et le partage de la rente pétrolière. Très bien. Justement, on parlait du partage de la rente pétrolière. Vous en avez pensé, vous, quoi, quand on a su qu'il y a 440 Algériens qui ont des comptes bancaires à HBC, ce qu'on appelle l'affaire SwissLeaks. On n'a pas encore les noms, mais vous pensez qu'on a beaucoup plus que ça? Certains disent que c'est rien du tout, 440, par rapport à tout l'argent qui quitte l'Algérie ou qui a quitté l'Algérie ces dernières années. Probablement. À titre personnel, je n'ai pas d'informations. Il y a probablement bien plus. Il y a probablement des montants bien plus importants et il y a probablement ailleurs qu'en Suisse. Donc ce n'est pas étonnant. Il serait bon que les noms soient divulgués. Il serait bon que l'Algérie, mais pas celle qui est dirigée par ce régime, s'intéresse à cette fuite des capitaux, s'intéresse à l'origine de la provenance de ces fonds et où est-ce qu'ils sont placés. Voilà, mais ça c'est le sujet de la corruption qui gangrène le pays et qui a été plus que développé et démultiplié par ce régime, du simple citoyen jusqu'aux plus hautes pentes de ce régime.
Beaucoup disent aussi, beaucoup d'hommes politiques, notamment l'opposition, quand on les entend, disent que c'est la fin du régime est proche, la fin du régime est proche. Vous pensez vraiment que la fin du régime est proche ou qu'il trouvera d'une manière ou d'une autre un moyen de se régénérer, de continuer sur les 50 ou 60 années à venir? Nous avons plusieurs indicateurs, plusieurs clignotants et plusieurs signaux qui indiquent que ce régime est probablement finissant. Il est de plus en plus isolé, à l'intérieur, c'est de manière certaine, y compris à l'extérieur. On voit bien que ce régime n'arrive pas à se renouveler. Le président Bouteflika est malade depuis plusieurs années maintenant. Il ne préside plus le pays. Mais ils sont dans l'incapacité de provoquer des élections et de le faire un peu comme ils le faisaient jusque-là, parce qu'ils n'arrivent plus à avoir ce consensus entre eux, parce qu'ils ont monté tout un système de mafieux et de corrompus autour d'eux et qu'ils ne sont plus dans cette solidarité de la guerre d'indépendance. C'est d'autres enjeux qui les mènent aujourd'hui. Et puis il y a plusieurs signes. Il y a aussi la population, le changement générationnel. Il y a aussi le fait que les gens réclament leurs droits maintenant, veulent exercer leurs devoirs et réclament bien leurs droits. Donc il y a un certain nombre de phénomènes d'évolution de la société qui font que ce régime est probablement finissant. Maintenant, est-ce qu'il va partir dans de bonnes conditions, des conditions organisées? La transition démocratique qui lui est proposée, elle lui est proposée pour qu'il soit partenaire de cette transition, pour qu'on puisse changer définitivement de régime et que ce régime-là puisse partir et laisser les nouvelles générations arriver au pouvoir. Ou veut-il le faire, veut-il rester jusqu'au bout et partir dans des conditions qui font penser aux conditions dans lesquelles sont partis un certain nombre de dictateurs du Maghreb et du Moyen-Orient. Voilà, tout l'enjeu est là de cette proposition de la CLTD d'avoir une transition démocratique apaisée, pacifique et négociée avec le régime. Alors quel est votre avis sur la politique et notamment la réaction du pouvoir concernant ce qu'a dit Saïd Saadi sur certains leaders de la révolution, notamment Msali, Bembla, Ali Kafi? Vous en pensez quoi de toute cette polémique? Saïd Saadi a le droit de porter les jugements qu'il veut, mais si quelqu'un se sent offensé, il y a la justice pour ça. C'est tout. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans notre pays, la justice est instrumentalisée, c'est-à-dire qu'elle est prompte à réagir sur les propos d'un Saïd Saadi qui peut porter un jugement sur des hommes historiques, quelle que soit la valeur de ce jugement qu'il peut porter, à bon ou à mauvais escient. C'est pas à moi d'en juger. Et puis, elle est complètement, cette justice, elle est complètement invisible lorsque on a des gens qui appellent au meurtre, par exemple, contre des écrivains. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas une justice sereine et impartiale. C'est la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation. Mais Saïd Saadi, comme d'autres, et d'autres l'ont fait avant lui, Ali Kafi lui-même l'a fait, apporter des jugements sur ses camarades de combat. Et puis il y a d'autres possibilités de réagir par rapport aux propos de Saïd Saadi, c'est d'écrire des livres, d'écrire des articles ou de le poursuivre en justice. Il faut quand même parler de l'histoire de la Révolution, il faut que le peuple, il faut que les intellectuels, les historiens et tout le monde, il faut dire les vérités, même si des fois elles sont difficiles à entendre. Absolument, absolument. Tant que nous ne serons pas réconciliés avec notre histoire, on ne pourra pas être serein dans notre cheminement civilisationnel. Donc nous avons besoin d'être réconciliés avec notre histoire et il appartient aux historiens de nous aiguiller, d'étudier. Il y a encore beaucoup de choses à étudier. Il y a encore beaucoup d'archives qui ne sont pas déclassées, sur lesquelles il faudra quand même travailler un jour. Il faudra les déclasser, les récupérer et travailler un jour. Donc il n'y a pas de raison que les uns ou les autres ne le fassent pas. Abdallah Jablah qui dit que l'AES a sa place dans le paysage politique en Algérie, vous en pensez quoi? Il y a droit au retour, vous dites quoi? Il y a un certain nombre de dispositifs juridiques aujourd'hui en Algérie qui font que un certain nombre de personnes ont été reconnues comme étant à l'origine de violences et ceux-là sont exclus du champ politique
C'est aussi simple que ça. Et puis il y a des personnalités de l'ex-FIS, puisqu'il s'agit de ça, hein. Ils n'ont pas de l'AIS, c'est un petit peu malheureux de parler de l'AIS, c'est Armée islamique du salut, c'est ça que ça veut dire. Mais plutôt parler d'un certain nombre de politiques de l'ex-FIS qui ne sont impliqués en rien dans ce qui s'est passé. Si la justice ne les a pas impliqués, ils ne sont pas reconnus, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas exercer si ils ne sont pas dépourvus légalement et juridiquement de leurs droits civiques et politiques. Il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas les exercer et un certain nombre d'entre eux le font. Ils doivent respecter la République, les principes de la République. Ça, c'est non négociable. L'Algérie a fait tout ça, finalement, pour permettre au fils de revenir sur la scène politique après tant de morts et tant de misère. Juridiquement et légalement, le fils ne peut pas revenir sur la scène politique et le respect des principes de la République, de la démocratie, des libertés est non négociable. Il y a peur aujourd'hui que Daesh s'installe en Afrique du Nord et notamment en Algérie. On a vu ce qu'ils ont fait en Libye. Il y a des risques, il y a un problème sécuritaire, le problème est toujours là, hein. Le problème de sécurité est encore présent, il n'est évidemment pas aussi important que ce qui se passe en Syrie ou bien en Libye juste à côté. Il y a des risques, le rôle de l'Algérie est primordial là. On en revient toujours à la même chose, hein. Il faut combattre le terrorisme et il faut être légitime, il faut avoir la confiance de sa population, il faut donc être issu d'un pouvoir démocratique et combattre le terrorisme. Il y a des risques, mais bon, je pense que l'Algérie est peut-être moins ciblée ou peut-être moins appelée à avoir ce type d'organisation s'implantée. Qu'est-ce qu'il faut faire en Libye dans ce cas-là? Est-ce qu'il faut intervenir, comme le demande le président égyptien? Est-ce qu'il faudrait plutôt un dialogue, comme le souhaitent les Algériens? C'est plutôt un dialogue. Je crois que nous n'avons pas intérêt à avoir des interventions étrangères et des affrontements armés à nos frontières. Un dialogue est préférable à ce type de situation. Très bien. Juste une dernière question, on termine. Est-ce que vous pensez que l'opposition a besoin d'un leader charismatique qui peut mener? On a l'impression que l'opposition actuelle algérienne n'arrive pas à trouver un homme qui peut justement mener les troupes, qui peut convaincre le peuple. Je pense que l'Algérie a moins besoin d'un homme providentiel parce qu'on sait où cela a mené et on le vit encore. Elle a moins besoin de ça qu'elle a plus besoin de liberté et de libre expression. C'est cela. Aujourd'hui, l'opposition, croyez-moi, elle a fait du chemin. Elle s'est organisée, elle a unifié ses rangs. Chacun a son projet de société, évidemment, mais vous avez plus d'une quarantaine de partis qui sont d'accord sur comment sortir l'Algérie de sa crise politique. Et ils ont mis en place les mécanismes qui doivent permettre à l'Algérie de sortir de cette crise. J'ai parlé de la commission indépendante d'organisation des élections, des choses aussi basiques hein, que celle-ci, organisation d'élections présidentielles, en commençant par la plus haute institution du pays, et puis en allant vers une transition politique qui permettra d'engager les grandes réformes économiques aussi. Donc, l'opposition revient de loin, elle a certes été très éparpillée, elle a certes été la force du régime, sa faiblesse a été cette force du régime, mais aujourd'hui, ça fait un petit peu moins d'une année, aujourd'hui elle tient la route, elle est représentative, elle est unie et elle porte un vrai projet de transition politique. Et elle mérite d'être visible. Elle n'attend rien de la révision constitutionnelle, elle n'a pas été reçue, ou bien n'a pas souhaité participer aux négociations. On a vu que le président a, d'après la presse, consulté les militaires, le chef des services de sécurité plus le chef des militaires. À votre avis, c'est comme ça qu'on pourrait arriver à une constitution qui respecte les libertés, comme vous dites? Oui, mais c'est parce qu'eux-mêmes n'ont aucun respect pour la Constitution, qu'ils modifient à gré et à souhait en fonction de leurs besoins. Vous avez vu, hein, il y avait 2 mandats, puis elle est passée à un nombre de mandats illimité. Et puis maintenant que le monsieur est malade, il ne peut plus se représenter pour un prochain mandat, ben maintenant il est d'accord pour limiter les mandats. Donc ils n'ont aucun respect de la Constitution. Et d'ailleurs, il a, lui, juré sur le Coran de respecter la Constitution et il ne le fait pas. Il la modifie comme il le veut, elle n'est pas respectée. Donc non, l'opposition n'est pas
concernée, elle n'est pas intéressée par la modification de la Constitution. C'est un sujet qui devra être dévolu à des institutions légitimes élues démocratiquement. C'est comme le dossier du gaz de schiste, ce sont des sujets engageants pour l'Algérie, ils ne doivent pas être entamés par un régime qui n'est pas légitime et qui manque de la confiance de la population. Merci beaucoup. Merci à vous, Zohair Louis. Je rappelle que vous êtes représentant de Jil Jadid ici en France. Et je rappelle donc qu'il y aura des rassemblements le 24 février en Algérie, notamment ici à Paris, en face du consulat d'Algérie à d'Argentine à 17h. Merci beaucoup. ثنمير في يكون غادي يقيم لينا قيم تصرحوا ثاني بعد هذا الدور على غرون ذو خميس.